Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous sur EduVideo et sur StudioPEDA. Bienvenue à vous. Je suis Charlotte Giacomelli, je suis permanente à la DAN de Nancy-Metz et j'ai le plaisir de présenter et d'animer StudioPEDA, le streaming pédagogique. Je suis accompagnée pour cette présentation de Mélanie. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Mélanie, donc Pelletier, même chose que Charlotte. Je travaille pour la DAN et je suis également professeure documentaliste. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui pour cette première de Studio Péda. Alors aujourd'hui, nous avons 2 guest stars, c'est Anne et Johnny. Bonsoir. Bonjour à vous. Bonsoir, Bien bienvenue, merci beaucoup d'être là avec nous. merci de nous Heu, avoir invités. Avec plaisir. Sachez que, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez tout à fait, intervenir dans le chat, hein. Vous avez un petit chat, en bas à droite, de l'écran. Il vous suffit de vous identifier et vous pourrez interagir, avec nous et avec, nos guest stars, nos invités, Anne et Johnny. Donc je vois que certains nous lancent déjà des bonjours, bonsoir. Donc nous lisons avec attention vos commentaires. Donc n'hésitez pas, hein. Oui, dès que vous avez une question, vous pouvez la mettre dans le chat et nous on relaiera, auprès de Anne et Johnny, en fin de session pour qu'ils puissent vous répondre. Voilà, alors la thématique d'aujourd'hui, c'est l'escape game, la réalisation d'un escape game pédagogique. Il me semble, Anne et Johnny, que vous avez vous-même, réalisé un escape game, sur la data, hein, c'est une aventure historique, mais c'est aussi, une aventure dans sa conception. Effectivement, oui. C'est tout à fait ça et cet escape game, de formation, à l'origine, il a été créé, à l'occasion des Jeannes 2019 et on s'en sert comme outil, de formation pour former les enseignants aux jeux d'évasion pédagogique et donc c'est un escape game qui, du point de vue du scénario, est construit autour d'un fait réel et surtout d'un soldat, donc qui a existé, voilà. Alors il y a quelques éléments fictionnels bien sûr, mais on part de la data et surtout d'un fait réel. Super, merci beaucoup. Alors, on va vous laisser, faire Commencez le commencer, voilà, faire votre création, nous présenter un petit peu, ce que vous avez à nous dire aujourd'hui. Très bien. Alors, je vous présente déjà ma collègue, Anne Petit, professeure documentaliste au lycée polyvalent Georges Collomb à Lure, dans l'académie de Besançon. Et moi, je vous présente Jenny Eisenhower, donc professeure d'économie-gestion au lycée professionnel Bertrand Schwartz à Pompée, dans l'académie de Nancy-Metz. Et nous sommes tous les deux auteurs de plusieurs escape games à destination des élèves, mais aussi dans le cadre de la formation. Et nous sommes co-auteurs de 2 jeux d'évasion formatifs, Seul Data et Numévasion, que vous ne découvrirez pas ce soir, mais vous aurez peut-être l'occasion de les découvrir lors d'une prochaine édition des Jeannes. Ils devaient l'être l'année dernière et avec le contexte, ça a été impossible pour nous de vous les présenter, mais on ne désespère pas. Mmh. Alors, au niveau du programme, je te laisse, Jenny, reprendre la main. Donc ce 1er studio aura pour, thème le jeu d'évasion et on a prévu 3 temps distincts. Un premier temps où on présentera, l'escape game d'une manière générale et on s'attardera sur l'escape game, pardon, pédagogique et on fera immersion qu'induit le jeu d'évasion d'une manière générale. On verra également les ingrédients qu'on peut intégrer à celui-ci, qu'il faudrait intégrer à celui-ci et en parallèle, nous développerons également dans cette partie la conception et l'animation demandées par le jeu d'évasion en classe. Donc cette présentation sera suivie d'une mise en situation activité et on terminera, par des questions-réponses suite, à vos échanges dans les chats. Donc lors de ce studio PEDA, vous testerez également une énigme et ensemble, nous proposerons des éléments d'amélioration, par rapport à cette énigme pour essayer justement de déconstruire un petit peu et de voir quels sont les ressorts de réflexion et il nous paraissait essentiel de s'attacher quelques instants justement, à l'énigme proprement dite.
Donc nous mettrons en évidence quelques points de vigilance à considérer lors de la création et de la mise en œuvre d'un escape game pédagogique. Alors, c'est moi qui prends la suite. Alors, ne soyez pas surpris, étant donné le temps imparti, on ne pourra pas rentrer dans les détails et on pourrait vous parler des escape games pendant des heures. Donc, c'est un véritable challenge pour nous de pouvoir vous en parler pendant une quarantaine de minutes. On va tâcher de tenir le délai. Alors, si on débute cette présentation, on va revenir au b.a-ba, un escape game Kezako. Eh bien, on va commencer par une définition de l'escape game. Alors, les escape games sont des jeux d'évasion grandeur nature dans lesquels une équipe de joueurs est enfermée dans une pièce dont il faudra s'évader en un temps limité, en général une soixantaine de minutes, et en passant par la résolution d'un ensemble d'énigmes. Donc, pour résumer cette définition, le principe, il est présenté sur cette diapositive. Vous avez donc une équipe qui est enfermée dans une pièce et qui doit s'échapper en moins d'une heure. Et donc, le but du jeu, vous l'avez bien compris, et c'est dans l'intitulé même de l'escape game, c'est s'évader de la pièce, en sortir. Alors, pour cela, les joueurs doivent trouver des objets, des indices, faire des liens entre eux et résoudre les énigmes qui se dissimulent à travers l'association ou non de ces objets. Il leur faut aussi débloquer des mécanismes, des cadenas, qui sont des éléments caractéristiques de l'escape game. Alors, pour réussir, rassurez-vous, aucune connaissance n'est requise. Il s'agit de faire preuve de logique, d'observation, d'esprit critique et d'esprit d'équipe pour atteindre le but commun et venir à bout de la mission qui est proposée. Donc, un escape game, c'est un défi en équipe contre le temps. Alors, on passe maintenant à l'escape game pédagogique et on va voir un petit peu ce qu'il y a de similaire et de différent par rapport à cette première définition. Alors, l'escape game pédagogique, on peut le définir aussi comme serious escape game, qui signifie jeu d'évasion sérieux. Donc, un escape game pédagogique, c'est la déclinaison d'un escape game ou son adaptation à une situation d'apprentissage. Donc, c'est un même format, mais dont les principes d'évasion et d'enfermement sont détournés. Éthiquement, il est interdit d'enfermer des élèves, des personnes dans une salle de classe. Et donc, la finalité du jeu, qui est de s'échapper, elle peut très bien être modifiée par trouver un objet ou le détruire, éventuellement le stopper. Donc, cette délivrance, elle peut se concrétiser à l'aide d'un coffre à ouvrir afin de libérer un objet, par exemple. Et donc, une autre différence ici avec l'escape game de loisirs ou du commerce, eh bien, un jeu d'évasion pédagogique, vous n'avez pas le même effectif joueur. En effet, on va y revenir dans quelques instants. Là, vous avez une classe ou un demi-groupe. Donc, la modalité de jeu ici, elle est au service des apprentissages. Le jeu d'évasion pédagogique est un jeu sérieux et il s'agit pour l'enseignant de définir des objectifs pédagogiques en amont et de les faire passer à travers l'escape game et les énigmes en particulier. Donc, en classe, un escape game permet de faire découvrir une notion, de réviser en cours de séquence les connaissances acquises sur une partie du programme, ou bien de réviser en fin d'année scolaire un ensemble de savoirs. En parallèle, l'escape game, il va permettre le développement de compétences psychosociales, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la communication orale, la répartition des tâches dans l'équipe, la collaboration, la coopération et des compétences citoyennes, tout ce qui a trait au vivre ensemble, le respect de chacun, le respect des règles, du matériel. Donc, pour synthétiser, ces deux définitions qu'on a mis en exergue, eh bien, on en arrive aux 3 QOCP de l'escape game pédagogique. Pour répondre à la question qui, eh bien, il s'agit de vos élèves. C'est vos élèves que vous allez mettre en activité à travers cette modalité, en demi-groupe ou bien en classe entière. Alors, bien évidemment, le demi-groupe, c'est préférable, c'est un idéal. Après, si pour vous, c'est impossible, vous pouvez faire jouer vos élèves en classe entière. Et pour cela, vous pouvez proposer plusieurs équipes et mettre à disposition plusieurs kits du jeu qui se jouera ainsi en parallèle. Et donc, c'est dans cette situation-là, vous pouvez aussi créer un effet compétition entre les équipes pour apporter un peu plus de challenge, en plus du temps et de la pression du chronomètre. À la question quoi, eh bien, jeu d'évasion, avec à la question quoi, eh bien, quoi, c'est le jeu d'évasion, c'est la modalité avec une définition d'objectifs précis en amont, des contenus qui seront en lien avec une ou plusieurs disciplines, puisque
il est possible de créer un escape game de manière pluridisciplinaire. Le camp. Alors, le camp, on l'a déjà abordé précédemment. Cette modalité, vous pouvez l'utiliser pour introduire une séquence, vérifier des acquis en cours de séquence ou bien proposer des révisions en fin d'année scolaire. L'important pour vous, avant la phase de création proprement dite, c'est de vous interroger sur le placement du jeu dans votre séquence. À la question comment, eh bien, c'est là où on va mettre les mains dans le cambouis d'ici quelques minutes, c'est tout ce qui a trait à la phase de conception et de réalisation. Pour le où, eh bien là, ça va être assez rapide. Le où, généralement, un escape game pédagogique se joue dans une salle de classe, au CDI, en extérieur, pourquoi pas. Et l'idéal aussi, mais là, c'est un rêve qui arrive à réaliser, pourquoi pas, dédier un local ou une petite salle assignée à un escape game qui serait donc en résidence. Et enfin, on termine par le pourquoi qui est entouré sur cette diapositive, sur lequel je vais m'attarder. Ce pourquoi, parce qu'on va découvrir et je vais identifier les ressorts pédagogiques de l'escape game. Qu'est-ce qui peut pousser un enseignant, qu'est-ce qui peut motiver un enseignant à proposer à ses élèves un jeu d'évasion pédagogique? Alors, premièrement, l'envie de créer des ou d'autres situations pédago-ludiques. Là, on est vraiment dans le apprendre en jouant, apprendre par le jeu. Et donc le jeu, c'est un moteur, un vecteur de l'apprentissage, car l'apprenant, il en oublie son environnement, celui de la classe, l'espace d'un temps. Alors, en convoquant l'escape game, pédagogiquement, vous allez solliciter chez vos élèves de la motivation. C'est un effet indéniable et qu'on observe fréquemment chez nos élèves et chez un public adulte. Donc une motivation et plus précisément, on parle d'engagement ou d'enrôle en anglais. Donc c'est-à-dire que le joueur passe d'une posture consommatrice à une posture active. Vous leur proposez une mise en situation qui va être immédiate par le jeu. Alors, un escape game, comme on l'a vu dans la définition, il se joue en équipe. Donc vous allez provoquer une incitation à la collaboration. La cohésion du groupe va se mettre en place, une entraide aussi, tout en veillant et en proposant aussi un travail en autonomie du groupe, mais de l'élève aussi. C'est-à-dire que l'individu il se révèle au sein de l'entité groupe et il va également se révéler individuellement. Il va prendre des initiatives. Troisième point, en tant que ressort pédagogique, c'est l'immersion. Avec le jeu d'évasion, vous allez plonger les joueurs dans votre histoire, dans une histoire, un décor, une ambiance, et les joueurs vont alors faire abstraction du cadre scolaire quotidien pour permettre d'activer d'autres mécanismes de réflexion. Donc cette mise en action immédiate, elle se fait dès le lancement du jeu, par l'activation du chronomètre et par cette étape de fouille qui débute généralement le jeu d'évasion. Alors la fouille, il y en a aussi parfois au fur et à mesure du jeu, tout dépend de la manière dont vous le construisez. Mais généralement, c'est l'étape préliminaire par laquelle les joueurs s'engagent dans le jeu. Quatrième point, eh bien, vos élèves vont apprendre par le jeu sans contrainte d'effort. C'est-à-dire qu'ils vont se servir d'un format original pour revoir des notions en cours ou pour en apprendre de nouvelles. Et avec l'escape game, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le droit à l'erreur. Les élèves vont tâtonner, ils vont mettre en place certaines stratégies qui vont fonctionner ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vite se rendre compte qu'il n'y a aucun impact sur le réel, hormis le fait de se tromper et puis avoir la chance et le bénéfice de pouvoir recommencer pour trouver la bonne réponse. Mais néanmoins, ils devront quand même mettre en place des capacités d'organisation et de communication qui sont vraiment les clés de la réussite de la mission et du jeu d'évasion. En termes de ressorts pédagogiques, l'autonomie. Alors, le groupe travaille en autonomie. De votre côté, vous, en tant qu'enseignant maître du jeu, vous allez faire des interventions ponctuelles et vous devenez non seulement un observateur de séance, mais aussi un facilitateur en apportant des aides si nécessaire en cas de blocage. Donc, il va bien falloir identifier les moments où il faudra intervenir et les moments où vous laissez l'équipe libre et résoudre les énigmes.
Autre point, eh bien, c'est l'impact émotionnel. L'escape game, par nature, il est générateur d'émotions. Alors, il admet que les mécanismes d'apprentissage et de mémorisation, ils sont liés aux émotions. Et là, vraiment, on est en plein dedans. Vous apportez aussi une différenciation pédagogique. L'apprentissage, il va s'adapter, enfin, l'apprentissage, vous allez adapter, pardon, vos contenus selon les groupes ou en utilisant ou en veillant à l'entraide entre les élèves aussi et en proposant aussi des coups de pouce. Donc, il y a vraiment une différenciation qui va se mettre en place, soit par les élèves, soit par les coups de pouce que vous allez apporter. Et dernier point pour finir cette question et ce pourquoi, eh bien, le plaisir. Le plaisir de jouer, le plaisir de voir jouer et le plaisir de créer également. Et pour les élèves aussi, le plaisir d'apprendre, de résoudre collectivement des situations problèmes. Et l'escape game est une bonne situation d'apprentissage, euh, justement pour apprendre par le jeu et apprendre entre pairs. Donc, en conclusion, de cette partie définition et du 3QOCP, le jeu d'évasion, c'est un jeu de logique, de réflexion et d'équipe qui va mobiliser différentes compétences, connaissances et capacités et qui va mettre aussi en lumière les comportements des joueurs. Alors pour ma part, moi j'utilise principalement l'escape game en tant qu'activité brise-glace pour les élèves de seconde. Donc c'est en période 1, c'est-à-dire de septembre jusqu'à novembre, les élèves se connaissent encore peu et donc je leur fais découvrir le CDI, ses espaces, les modalités de travail par le biais du jeu d'évasion. Et pour ma part, j'utilise principalement le G en phase de révision, essayer de tenter de développer des soft skills tels que l'autonomie, l'organisation de nos élèves, la persévérance ou le dépassement de soi, notamment avec les élèves de terminale qui sont face à des épreuves professionnelles relativement longues et ils ont quelquefois pas toujours l'abnégation suffisante pour essayer, se forcer et ils ont tendance à baisser les bras et donc ce sont des qualités que je recherche qui sont également recherchées dans le monde professionnel et que je recherchais à remettre à mettre en activité et l'escape game a été une possibilité pour moi justement de mettre en action ces soft skills. Alors, je vous propose de continuer avec le point suivant qui est un peu plus théorique mais digeste, rassurez-vous. On va s'attacher à décrire et comprendre en quoi le jeu d'évasion constitue une expérience immersive. Effectivement, on peut se poser plusieurs questions. Au-delà du succès du jeu d'évasion, qu'est-ce qui fait que l'escape game plaît autant? Qu'est-ce qui fait que les joueurs semblent happés par le jeu dès le départ et investis pleinement, j'ai envie de dire, de leur mission? Eh bien, le jeu d'évasion, il propose aux joueurs de vivre une expérience immersive. Alors là, je vais plutôt je vais plutôt me rattacher à une expérience de jeu en réel, en présentiel. Alors, qu'est-ce qui caractérise finalement cette immersion? Alors, je vous propose 3 points. Alors, la liste est non exhaustive, hein, bien évidemment, mais c'est 3 points qui, pour nous, nous semblaient essentiels d'aborder avec vous ce soir. La jouabilité, le cercle magique et le flow. Alors, n'ayons pas peur des mots, on va expliquer tout ça. Alors, la jouabilité, eh bien, c'est ce qu'on peut traduire en anglais par le gameplay, c'est-à-dire que le jeu d'évasion doit être un jeu jouable. Alors, le terme de gameplay, il peut être traduit en français par jouabilité. En fait, il fait référence à l'expérience d'un joueur de jeu, alors plutôt de jeu vidéo, encore. Et ce concept, il vient donc du jeu vidéo et nous pouvons largement l'emprunter dans le cadre d'un escape game et en particulier d'un escape game numérique. Le gameplay, en fait, il va renvoyer à différents aspects d'un jeu vidéo, c'est-à-dire les règles, leurs applications concrètes dans une partie, les possibilités prévues par l'environnement du personnage virtuel lorsque vous l'incarnez, ou encore la maniabilité. Alors la maniabilité, c'est toutes les réponses aux commandes effectuées sur la manette de la console par le joueur. Alors là, vous allez me dire, il n'y a aucun lien avec l'escape game, nous n'avons pas de manette, effectivement, mais en attendant, l'escape game, il doit quand même être jouable et avoir un bon gameplay, c'est l'objectif de tout jeu et de tout escape game, parce qu'à l'inverse, un mauvais gameplay, ça peut être synonyme d'ennui, de frustration et d'abandon des joueurs. Alors ici, le gameplay, on va le résumer dans la phase
qui viendra juste après, c'est la phase de conception. Vous verrez, il y aura des liens qui se feront naturellement. Alors, si tout escape game obéit globalement à une même mécanique de jeu, des ingrédients, une règle du jeu, le principe de s'échapper, sortir d'une pièce, et de la manière d'y jouer, c'est-à-dire de résoudre des énigmes, eh bien, chaque escape game, il a son propre thème, son histoire, son intrigue, donc c'est une création originale. Et quel que soit le thème retenu par le concepteur, le joueur doit pouvoir retrouver dans le décor, dans les types d'objets mis à disposition, dans l'intrigue, eh bien, cette ambiance et cet univers que vous allez créer et qui va donc encourager cette immersion et éviter un éventuel ennui ou de l'abandon ou encore de la frustration qui viendrait dans le cas d'énigmes trop complexes ou au contraire trop simples, dans le cas d'un jeu trop imbriqué, au contraire linéaire, ou encore dans le cadre d'une histoire trop complexe où il est difficile pour le joueur d'établir des liens. Donc, un jeu d'évasion, il doit être adapté non seulement au niveau des joueurs, mais il doit être réalisable du point de vue des apprentissages, mais également des supports techniques et des outils que vous allez faire utiliser aux joueurs. Donc, cette jouabilité, elle est à manier avec précaution. Et si je dois vous donner un point de vigilance ici, eh bien pour des joueurs novices ou des joueurs jeunes, la simplicité est quand même de rigueur. On passe au deuxième point, le cercle magique. Joli mot, jolie expression. Alors, quand vous proposez un escape game, vous immergez les participants dans un univers pendant 1 heure. Et l'objectif est de pouvoir réussir cette entrée des participants dans le cercle magique. Alors, le cercle magique, eh bien, c'est un concept qui a été introduit par un historien du nom de Johann Huizinga. Et donc, la définition de ce concept, eh bien, l'une des conditions fondamentales du jeu est qu'on y entre de son plein gré et qu'on peut en sortir quand on le désire. À l'intérieur du cercle, on est dans le jeu. En dehors, on ne joue pas, quoi qu'on fasse. Donc, n'importe quel jeu permet de créer momentanément une parenthèse, on dit spatio-temporelle, dans laquelle les règles de comportement sont différentes. Alors, dans certains jeux, ce cercle, il est visuellement matérialisé, par exemple un échiquier, une marelle, et donc la parenthèse, elle s'ouvre quand le jeu commence, et puis elle se clôt quand le jeu se termine. Et bien là, on fait référence à la mission que vous allez proposer aux joueurs. Le jeu d'évasion commence quand vous passez la vidéo d'introduction, quand vous lancez la partie et le chronomètre. Et elle se termine quand la mission est achevée. Donc, réussir à plonger le joueur dans l'histoire que vous proposez, de manière à ce qu'il ressente des émotions et pas seulement la peur d'être dévoré par le chronomètre, eh bien, tout ça passe par le décor, l'esthétique, l'esthétique que vous allez apporter au visuel de vos documents aussi, la musique d'ambiance qui n'est pas obligatoire, l'histoire, mais surtout à la cohérence de tous ces éléments. Et donc, c'est grâce à cette cohérence que l'expérience de jeu sera réussie et garantie. L'intrigue, elle doit se dérouler de manière logique, comme un fil qui se déroule, un fil conducteur, comme si vous lisiez une histoire, un roman. Et les énigmes, elles doivent être intégrées à votre scénario. Elles font partie intégrante de l'histoire et elles ne doivent pas être hors sujet ou posées là sans raison. Elles doivent justifier votre histoire et le scénario du jeu. Donc, votre objectif principal, c'est vraiment de permettre aux joueurs d'entrer dans le jeu et d'achever leur mission. Néanmoins, c'est un autre point de vigilance, il vous faudra aussi accepter que certains joueurs puissent en sortir momentanément ou bien ne jamais y entrer. C'est possible, ça peut arriver, ça reste exceptionnel, mais ça arrive. Moi, j'ai eu l'expérience d'un élève qui préférait faire une visite classique du CDI plutôt que de jouer en équipe avec les autres élèves de sa classe. Voilà, il n'était pas favorable à une situation de jeu. Alors, on passe à notre dernier point, j'espère qu'il ne va pas trop vite, le flow. Autre élément important et vecteur d'immersion. Alors, le flow, qu'est-ce que c'est? Et à un moment donné, vous voyez vos participants, vos joueurs complètement absorbés par l'expérience du jeu d'évasion, eh bien, il est probable qu'ils aient atteint un état de concentration avancé qu'on appelle flow en anglais. Alors, le flow, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un état d'esprit qui se caractérise par le fait de s'engager pleinement dans une activité en laissant derrière soi et de côté toute émotion, pensée qui ne serait pas pertinente pour la réalisation de la mission.
Alors cela, attention, ça n'exclut pas le plaisir de jouer, bien au contraire. Et donc, pour vous, en tant que concepteur, afin d'optimiser cette atteinte, enfin l'atteinte de cet état de flow et de concentration, eh bien, vous devez concevoir votre jeu de manière à proposer aux utilisateurs un bon équilibre entre la mission et les compétences à développer, à acquérir ou à solliciter, que vos objectifs soient clairement définis et surtout, vous devez leur permettre, de bénéficier de feedback. Et cette rétroaction, elle va être permise par la réussite ou non des énigmes, en invitant, les joueurs à adopter une autre stratégie de résolution quand elle n'est pas bonne au départ. Et cet état de concentration, il va être atteignable lorsque le niveau des défis dans le jeu et les compétences du participant coïncident. Donc voilà, on est vraiment dans cet effet de cohérence qu'il faudra veiller. Donc la clarté des objectifs à atteindre et la possibilité d'obtenir un feedback sur les actions vont aider le joueur, vont aider les participants à rester dans cet état d'esprit dans lequel ils pourront tirer le meilleur parti de cette expérience de jeu. Donc, si j'en conclus sur cette partie expérience immersive, concevoir un escape game, donc c'est associer finement et de façon cohérente des éléments de la mécanique de jeu et penser la manière dont les joueurs vont réussir le défi, cheminer, progresser dans le jeu et s'immerger pleinement dans l'univers que vous allez leur proposer. Une erreur dans le code d'un cadenas qu'on n'arrive pas à ouvrir va nécessairement conduire à une déconcentration des participants. Donc, ça va être à vous de réguler cet état de dilution parce qu'ils n'ont pas réussi pour remobiliser les joueurs dans l'activité. Et il est parfois plus aisé de remobiliser un petit groupe plutôt qu'une demi-classe ou un groupe complet. Enfin, voilà. C'est un point de bienveillance. Donc, les joueurs sont et seront les héros de votre histoire durant 1 heure. Et donc, à vous de les accompagner par votre changement de posture, par votre accompagnement en tant que maître du jeu, maître du temps. Et à vous de participer à bon escient et ponctuellement dans le jeu pour fluidifier, j'ai envie de dire, l'épopée des héros, de vos héros. Et donc, l'immersion des participants, leur engagement dans l'activité et la jouabilité, ce sont vraiment, quand tout ça est bien cohérent, c'est l'assurance de la réussite de votre escape game. Alors, On va mettre justement, les mains dans le cambouis et on va passer aux ingrédients. en parlant d'expérience immersive et pour réussir au mieux, finalement, cette alchimie entre la jouabilité, le cercle magique et le flow, il faut un certain nombre d'ingrédients pour créer, pour mettre en place cet escape game. Donc plusieurs éléments, plusieurs ingrédients de cet escape game pédagogique. Donc le premier élément, c'est un lieu, un espace. Anne en parlait tout à l'heure, le cas le plus favorable serait, une salle, un local, à destination et qui puisse le rester pour pouvoir créer ce type de jeu. Mais on peut imaginer que la salle de classe, s'habille de cet escape game. On peut imaginer que l'escape game qui se fasse de manière numérique, il y ait, un lieu virtuel. La question, de toute façon, se posera tout de même par rapport aux salles informatiques, pardon, l'équipement PC, tablette, s'il se réalise en distanciel, s'il se réalise, en classe, seul, à 2, à plusieurs. Un certain nombre d'éléments de format qui font que notre jeu et notre organisation peut être réalisé sous forme d'atelier. Alors on peut imaginer grâce à une classe VIA, si c'est avec des collègues ou à la classe à la maison avec le CNED. Premier élément, premier ingrédient. Second ingrédient, pardon, c'est la durée. Donc cette durée du jeu, il faut qu'elle soit, calibrée, qu'elle soit calée sur le temps de la séance et il ne faut pas oublier dans cette durée de jeu tous les éléments qui peuvent être l'installation de celui-ci, le briefing, le débriefing, la constitution des équipes et toute la préparation éventuelle entre 2 groupes, notamment si vous avez, choisi la stratégie qu'avait énoncée Anne tout à l'heure, c'est-à-dire, faire passer une classe en 2 demi-groupes pour faciliter justement faciliter l'action de tous les élèves. Il faut également qu'il y ait un principe d'évasion qui soit symbolisé, détourné, c'est-à-dire qu'on va mettre en place l'ouverture de coffres, de portes, de cadenas, de trésors, la découverte de personnages, des processus à activer, désactiver, enfin un scénario qui facilite l'entrée,
qui facilite l'intégration du flow finalement par les joueurs et par les élèves, par les participants et qui sont pleinement intégrés, à ce principe d'évasion. Il faut toujours prévoir une exploration, la fouille. La fouille est un élément essentiel de l'escape game qui est caractéristique par rapport à d'autres situations d'apprentissage ludique. Il faut que les élèves puissent se déplacer, qu'ils puissent, interagir avec le décor, qu'ils puissent interagir entre eux, avec le maître du jeu. Tous ces éléments ont pour but d'encourager la collaboration, même sur le côté virtuel pardon, où, l'exploration doit pouvoir se faire dans le décor imaginé, grâce à toutes sortes d'applications qu'on a à notre disposition. En tout cas, tout ça pour développer l'autonomie, la persévérance de nos élèves. Donc vraiment, la fouille est un élément primordial. Il faut également prévoir des énigmes. Alors ces énigmes, il faut qu'elles soient variées, il faut qu'elles soient en nombre suffisant. Alors en nombre suffisant au regard du timing, au regard du nombre de participants, au regard du nombre d'équipes, éventuellement des objectifs pédagogiques de séance, c'est-à-dire en fonction du nombre d'objectifs qu'on aura définis. Ce que disait tout à l'heure Anne, elles doivent être cohérentes avec le scénario pour créer du lien, favoriser le gameplay et une progressivité dans la difficulté pour que pour qu'il y ait un réel défi qui soit proposé aux participants. Donc il doit faire appel au sens de l'observation, de la logique, demander de la manipulation, tout ce qu'on peut imaginer en termes d'énigmes et tout ce que vous avez peut-être pu croiser, en termes d'énigmes dans votre vie privée ou professionnelle. Le scénario, alors le scénario, il doit être captivant, une histoire qui donne envie, d'être immergé, d'avoir cette expérience immersive, une situation initiale marquée, un final, une issue, un fil rouge dans le jeu qui doit vraiment donner les raisons du jeu. Pourquoi on doit jouer? Alors, vraiment l'objectif est de favoriser l'entrée dans le jeu d'un maximum de participants qui puissent se projeter dans l'activité et puis peut-être, pour certains d'entre eux, arriver dans cet, état second dont parlait Anne tout à l'heure, le flow. Donc on peut partir d'un fait réel, on peut partir d'un fait d'actualité, on peut partir, des scénarios, cinématographiques, on peut laisser libre cours à son imagination. Il faut, simplement créer une cohérence, en tout cas, dans l'univers qu'on aura imaginé. Des codes. Alors les codes sont un grand classique également de l'escape game, du cryptage sous toutes ses formes, hein, des plus basiques, le morse, le braille, le hiéroglyphe, les codes César. Beaucoup de codes sont à disposition. Des sites, tels que Decode ou B.A.B.A. permettent, rapidement de voir quels sont les codes à disposition et puis rien n'empêche de créer son propre code pour toujours pareil, de dégager un certain mystère en tout cas sur certains énigmes. Autre incontournable de l'escape game pédagogique et de l'escape game d'une manière générale et de l'escape game pédagogique, ce sont les cadenas. Alors qu'ils soient virtuels ou qu'ils soient réels, il faut qu'on puisse retrouver des cadenas parce que, qu'ils soient à clé, qu'ils soient alphanumériques, qu'ils soient cryptex, tout type de mécanismes qui permettent de libérer des objets, des filtres rouges, des lampes UV, tout ce côté spectacle finalement, ce côté magie favorisera aussi le changement de posture et la concentration, en tout cas l'implication des élèves et des participants dans le jeu et ces effets marquants favoriseront également la mémorisation. C'est pas négligeable, ça crée vraiment, il y a quand ce type de séances sont proposées, il y a toujours un avant et un après. Ça marque en tout cas les participants. Et il ne faut pas oublier pour continuer à marquer ce cet événement, tout un décorum avec, on en parlait tout à l'heure, peut-être de la musique, un éclairage particulier, de la décoration. On peut même imaginer, des déguisements, c'est-à-dire que le maître du jeu, pour changer de posture, puisse intégrer un rôle. Des effets spéciaux éventuellement. Alors on parlait tout à l'heure de filtres rouges, de lampes UV, des applications numériques de réalité augmentée, par exemple, des boîtes à double fond, des livrets vidés, enfin tout ce qui peut donner, toujours pareil, un sens du spectacle, un sens de la magie aux énigmes qui peuvent être proposées, pour créer un effet marquant. Et il ne faut pas oublier que ça reste un jeu sérieux.
C'est-à-dire qu'il y a un public, un niveau, des objectifs pédagogiques, des contenus disciplinaires. Alors même si, pour finir, je parlais de magie et de spectacle, il ne faut pas oublier le sens premier, c'est-à-dire qu'on va travailler différemment, mais on va tout de même travailler sans forcément que les élèves se rendent compte qu'il y ait une réelle, implication de leur part, en tout cas qu'il y a une réelle action de leur part vis-à-vis de leur apprentissage. Donc il faut également prévoir des aides. Justement, comme ils sont en phase d'apprentissage, on parlait d'essais et d'erreurs, peut-être également aussi prévoir des aides qui permettraient de débloquer en tout cas les participants lorsque, ils se retrouvent en difficulté dans la résolution des énigmes. Il faut, tout de même prévoir un certain nombre, en tout cas, il faut être vigilant quand même à certains éléments. C'est-à-dire que même si, il faut en tout cas, il faut que le scénario soit assez simple pour que les participants le comprennent et puissent, vraiment se sentir, immergés dans celui-ci, qu'ils aient envie de s'y projeter, qu'ils aient envie d'y jouer, qu'ils n'aient pas le sentiment qu'il soit trop compliqué et puis de se retrouver finalement «à côté» entre guillemets. Il faut amener les élèves à mobiliser les connaissances qui sont déjà acquises en classe, qu'ils soient capables de collaborer pour les combiner, essayer de développer leur logique, leur capacité d'observation. Et ça va être le moment aussi où l'apprentissage par les pairs prendra tout son sens parce que le travail par équipe fera que peut-être un élève ou un participant n'aura pas l'angle de vue nécessaire pour la résolution de l'énigme, mais peut-être que son camarade, lui, l'aura et par le partage, ils pourront résoudre, les défis proposés. Les énigmes d'une manière générale, enfin, c'est pas d'une manière générale, sont des exercices où on va pouvoir justement développer cette mise en action par rapport au contenu disciplinaire, mais ce sont des exercices particuliers, ils n'ont pas de consignes et justement toute la difficulté et tout l'art de créer des énigmes repose justement dans ce phénomène de transposition où il faut être capable de créer des exercices sans consigne, que les participants puissent les découvrir pour être totalement, maîtres dans la résolution de celle-ci, pardon. Et chose aussi difficile, on parlait tout à l'heure de graduation dans la difficulté, elle ne doit pas être gratuite pour pas gâcher le plaisir de résolution et puis elle ne doit pas être non plus, trop compliquée parce qu'il faut qu'ils puissent, les résoudre par eux-mêmes pour pouvoir justement, résoudre, en tout cas aller au bout de leur mission. Alors justement pour combiner toutes ces énigmes, on peut représenter, les différentes énigmes sous la forme de cartes mentales. Une carte mentale qui est représentée ici par un organigramme où on va retrouver l'imbrication, les liens logiques entre les différentes énigmes, ce qui va permettre la progression du jeu et on voit par cette représentation visuelle tout l'écosystème qui est propre aux énigmes, la mise en place, les solutions. Cet, organigramme est un élément, fondamental qui permet de créer tout le squelette du jeu d'évasion, mais il va aussi permettre au maître du jeu de garder en tout cas, toujours à l'esprit lorsqu'il va animer son jeu, toutes les déambulations de l'équipe, savoir où elle se trouve dans le scénario, qu'est-ce qu'ils ont trouvé et puis les accompagner au mieux finalement dans leur tentative de s'échapper puisque c'est un jeu d'évasion. Alors comment procéder? Donc je laisse la parole à Anne pour la diapo suivante. Oui. Alors, comment procéder? Alors du coup, il y a plusieurs Ah, options. j'ai peut-être dit une bêtise, je crois que c'était, Bah, je crois que normalement, c'était c'est à toi, ouais, mais je peux donc prendre le c'est relais si comme non, tu bah, attends, tu as déjà beaucoup parlé, puis tu as encore beaucoup parlé, donc c'est vrai que ouais, je je soulage-moi. je je vais le faire, oui, pardon. Autant pour moi. Donc alors, toujours dans le même esprit, pardon, comment fait-on? Alors, on a plusieurs options. Ces options, vont dépendre de votre «talent créatif» entre guillemets, c'est-à-dire que tout le monde ne partira pas par le même, n'entrera pas par le même point justement d'entrée. On peut partir d'une idée de scénario, on peut entrer à partir des contenus disciplinaires et du programme. On peut partir d'une base de travail avec un organigramme déjà, disponible en fonction de la manière dont on veut l'articuler. Si on veut un jeu, plus linéaire, un jeu, plus convergent ou alors éventuellement plus imbriqué, où on va pouvoir déterminer le cheminement des différents joueurs et même certains concepteurs partent carrément du final,
où ils ont une idée du final et puis ils vont remonter, tout à l'heure, on parlait de pelote de laine, de fil, ils vont remonter le fil finalement pour arriver à la situation initiale. Donc on essaye sur les aspects, créatifs de partir finalement sur la manière qui nous conviendra le mieux et qui conviendra aussi le mieux aux objectifs pédagogiques qu'on aura déterminés. Donc ce scénario, il y a 3 types de scénarios, si ma souris veut bien, voilà, il y a 3 types de scénarios, plausibles, possibles en tout cas pour le jeu d'évasion. Le premier scénario à gauche à l'écran, c'est un scénario linéaire, hein, c'est l'énigme A qui vous emmène à l'énigme B, qui vous emmène à l'énigme C, et cetera. En termes de jeu d'évasion qui a peu d'intérêt, hein, d'ailleurs, ça se rapproche davantage du jeu de piste. Alors elle a son enfin voilà, c'est de la résolution d'énigmes. On peut imaginer, ça peut permettre d'être rassurant en tout cas, sur le cheminement, sur le scénario, sur la maîtrise en tout cas des différentes étapes à réaliser. En revanche, on voit bien que par ce biais-là, tous les élèves travaillent en même temps sur la même énigme. Ça favorise pas la mise en action, ça favorise pas forcément la collaboration. Donc, ça peut être un scénario qui permet en tout cas de se familiariser avec le jeu d'évasion, mais rapidement, je pense que et nous pensons que les scénarios convergents 2 et 3 seront davantage, des scénarios qui vous conviendront. Donc le scénario 2 déjà, on peut voir que l'avantage, on a des chemins parallèles qui se dressent. On peut attaquer, que ce soit par le premier, le second ou le troisième chemin et lorsque vous êtes un groupe, on peut imaginer le nombre de chemins en fonction du nombre d'élèves. Ça peut permettre davantage de paramétrer le travail de chacun et de le répartir et aussi forcément de favoriser la collaboration, puisqu'il devrait y avoir communication, notamment pour arriver au final. Et le troisième, qui est le scénario convergent imbriqué, où heu, il est encore plus un petit peu plus fin, en tout cas dans sa construction, puisqu'on voit bien, si on regarde le scénario numéro 3, où on a l'énigme A et l'énigme B qui vont emmener à une énigme C. En parallèle, il y aura eu une énigme, un chemin d'énigmes qui va falloir reconstituer et lorsque on arrivera à ce nœud, il va falloir être capable de collaborer, d'échanger, de communiquer les informations, les réponses aux énigmes, les indices éventuels collectés, pour ensuite arriver à un nœud, finalement, où tous les éléments seront recentrés pour ensuite repartir sur des chemins plus parallèles pour arriver au final. Donc ces scénarios plus imbriqués favorisent, la collaboration, favorisent la communication. On parlait tout à l'heure de soft skills, c'est en ça enfin, en tout cas, lorsqu'on souhaite travailler ce type de compétences sociales, le scénario convergent imbriqué est parfaitement adapté. Alors chacun des scénarios offre leurs avantages et leurs limites et on voit rapidement, que le scénario linéaire, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'offre pas la possibilité à tout le monde, en tout cas, de s'engager pleinement dans le jeu. Alors pour concevoir, on l'a dit tout à l'heure, elles sont numérotées les différentes étapes, mais en tout cas sur les 2-3 premières étapes, on n'est pas obligé de fonctionner, de manière, linéaire. Chacun a son point d'entrée en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses idées. Elles ne sont pas forcément chronologiques, elles peuvent même être interchangeables. Donc on peut imaginer, pour ce scénario que, voilà, on peut partir de l'objectif, on peut partir de l'organigramme, on peut partir du scénario et derrière, on va pouvoir concevoir les énigmes, bêta-tester le jeu. Alors ça, forcément, c'est une étape plutôt finale puisque, c'est difficile de tester quelque chose qui n'existe pas. Alors on peut quand même éventuellement tester un organigramme pour voir si celui-ci, permet, en tout cas, permet la résolution, en tout cas de la mission initiale jusqu'à la situation finale. Mais après, pour pouvoir bêta-tester le jeu, il va falloir, concevoir les énigmes pour justement voir quels peuvent être, les biais, en tout cas, des différents exercices qui sont proposés.
Donc un escape game pédagogique, pour conclure, c'est une scénarisation rythmée, donc par un défi, par une mission, qu'il va falloir réaliser. Il faut un contexte, une narration contextualisée qui va permettre justement de créer une fiction, un univers fictionnel, s'évader du réel et tout ce qui est, décor avec de l'observation et de la recherche d'indices. Tout ça, il ne faut pas oublier qu'il faut, l'ancrer dans une progression avec éventuellement des coups de pouce et une remédiation. Et pour que l'élève, les participants à l'escape game pédagogique sentent vraiment qu'ils ont réalisé, leur mission, il faut un final marquant qui permette de conclure, signaler vraiment la réussite du défi et pas avoir le sentiment finalement que le soufflet retombe. On arrive à la fin avec le flow, on s'est pleinement engagé, puis on peut avoir le sentiment quelquefois: «Ah, on a terminé? Est-ce qu'on est arrivé au bout? Est-ce que finalement le jeu est terminé?» Donc il faut vraiment un ressort, un final marquant. Donc le déroulement et cette fois-ci, ce sera pour Anne. Oui, je vais reprendre et je vais être, rapide, il est 18 heures et on Oui, vous effectivement, propose, oui. juste ensuite, une mise en activité et j'aimerais bien qu'on puisse la mettre en œuvre. Alors, pour l'enseignant, proposer un jeu d'évasion et bien, cette activité, elle va se faire à travers 3 temps pédagogiques. Tout d'abord, un briefing, donc l'introduction de l'activité qui va permettre de présenter les 2 étapes suivantes, c'est-à-dire l'animation et le débriefing. Donc c'est ici qu'il faut réussir, pardon, à engager les apprenants dans l'activité, le plus tôt possible et puis c'est immédiat. Donc il est important de leur donner envie de jouer, mais aussi de leur expliquer pourquoi ils sont là, pourquoi ils vont jouer, comment et dans quel but. Donc là, on est vraiment dans les objectifs pédagogiques du jeu. Alors, par exemple et concrètement, eh bien, vous allez définir la modalité escape game, comme je l'ai fait tout à l'heure, et pour glisser vers l'escape game pédagogique, le principe du jeu, s'échapper et puis vous allez ensuite leur fournir des conseils de réussite, et des conseils de sécurité, notamment, lorsqu'ils vont fouiller, l'espace dédié au jeu, ce qui est permis et interdit pour éviter aussi les mauvaises surprises. Alors, la phase de jeu, donc c'est l'élément du milieu sur la diapositive, eh bien, vous allez introduire le jeu par une situation déclenchante. Donc, vous allez annoncer la mission à l'aide d'une vidéo ou bien vous laissez le soin aux joueurs de la découvrir par eux-mêmes, par la lecture d'une lettre, par exemple, ou bien en déclenchant, pourquoi pas, un message sur un répondeur. Donc la partie est lancée au déclenchement du chronomètre et vous les laissez donc jouer en équipe, en autonomie, en fournissant des coups de pouce en cas de blocage sur une ou des énigmes. Et puis, bien évidemment, vous leur rappelez le temps restant puisqu'ils vont rapidement l'oublier. Et enfin, une fois que la partie est terminée, eh bien, se déroule la phase de débriefing. Donc, c'est la phase utilitaire. Donc, cette étape, elle va permettre de répondre aux différentes questions que pourraient se poser les apprenants. C'est-à-dire, pourquoi ce jeu? Dans quel but? Et donc, ça va être un véritable temps d'échange entre vous, enseignants-concepteurs, et puis les joueurs. Donc, cette phase de débriefing, elle peut se faire en 3 temps. Tout d'abord, vous devez, j'ai envie de dire, c'est obligatoire. Vous devez leur offrir une occasion de s'exprimer, d'évacuer les éventuelles tensions, frustrations, sentiments négatifs. Il y en a rarement, mais aussi les laisser s'exprimer sur des choses plus positives, leurs émotions. Voilà, il faut qu'ils puissent s'en libérer. Heu et ils auront besoin de s'exprimer, c'est inévitable. Et ensuite, lorsque vous avez fait cette première étape, ils seront davantage disponibles, vos élèves, pour la seconde étape, c'est-à-dire que vous allez expliciter avec eux ce qu'ils ont retenu et appris durant le jeu. Donc il s'agit de proposer un déroulé version «accélérée» entre guillemets du jeu. Vous allez le scanner, votre jeu d'évasion, à l'aide de l'organigramme, pourquoi pas, et vous allez donc décortiquer énigme par énigme, mettre des liens, mettre les savoirs en lien, les contenus disciplinaires, décrire l'action, le processus de résolution des énigmes, la démarche de recherche qui est engagée, la démarche d'investigation. Et donc, dans un dernier temps, eh bien, vous pouvez proposer un moment sur lequel les joueurs peuvent suggérer des propositions d'amélioration du jeu ou bien des améliorations de stratégie de jeu aussi, hein. Le fameux et si on avait fait ça, comment ça se serait passé, par exemple. Donc, en conclusion de cette partie dédiée aux 3 temps pédagogiques du jeu, il faut vraiment soigner l'entrée et soigner la sortie.
L'introduction du jeu, grâce à cette introduction, vous allez faciliter l'entrée des jeux dans le cercle magique, c'est ce qu'on a vu précédemment. Et puis la sortie, c'est le débriefing. Eh bien là, on est vraiment dans le sérieux du jeu, on le met en lumière, c'est expliquer le pourquoi et le comment, et surtout donner du sens aux apprentissages qui sont véhiculés par le jeu. Il est 18h05, on en arrive à l'étape, on vous met en test. Alors, on va vous proposer de résoudre une énigme. Vous avez 3 minutes pour ce faire. Alors, peut-être qu'on peut mettre le lien dans le chat, si c'est possible. Non, on ne montre pas la Hop solution. là, hop, 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 hop. Ça va un peu trop vite et on a vu la solution. Ouais. Alors, du coup, étant donné qu'on a vu la solution, peut-être expliquer, je vais peut-être expliquer Oui. cette énigme. Avec la latence, je ne sais pas si on l'a vu ou pas, mais Si, si? on l'a vu quand même. Si, on voit toujours que la solution est 30. C'est ça. C'est Ah, vous la ça, voyez oui. encore? Bravo, Oui, on l'a pas encore, bravo exactement. Florence, bravo Oui, Florence qui a voilà. trouvé 30. Bravo, vous avez tous Merci. réussi, c'est super. Alors donc, cette petite mise en activité qu'on vous proposait, eh bien, nous allons l'analyser tous ensemble et du coup, on va la passer au crible, cette énigme. Mais avant de la passer au crible, on va revenir dessus et la décrire. Alors, je vais peut-être partager mon écran. Johnny, Oui, si tu veux bien vas-y, arrêter ton vas-y. partage, et du coup, c'est Oui. moi qui vais reprendre la main. Et elle a été proposée lors d'une classe virtuelle dans le cadre d'une formation sur les jeux d'évasion pour mettre les participants en activité, ce qui aurait dû être notre cas ce soir. Alors, elle provient d'un site, Énigme Facile, et je mets facile entre guillemets parce que, pour vous dire, les précédents testeurs de cette énigme ne l'ont pas trouvé si simple que ça, mais il y a des raisons qui expliquent cette difficulté et que vous allez peut-être mettre vous aussi en lumière ce soir. Alors cette énigme, vous l'avez peut-être déjà croisée, hein, je ne sais pas, à l'identique ou bien sous une autre forme dans un ouvrage ou bien sur les réseaux sociaux. Alors, si je vous décris ce que m'ont dit les précédents testeurs de l'Académie de Besançon, eh bien, l'absence de consigne les a gênés. Alors, en fin de compte, ici, il y a une consigne. Elle figure sur le point d'interrogation ici et le carré. Donc, c'est ça la consigne, en fait. Vous avez un carré noir du même format que ces carrés blancs qui figurent dans le plus grand carré, avec un point d'interrogation qui signifie, si on le traduit en langage énigmatique, combien il y a de carrés. Donc, en fin de compte, il y a bien une énigme. Alors, après, pour un public plus jeune, hein, peut-être qu'il faudrait ajouter une consigne. Et ça vient contredire un petit peu ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, parce qu'une énigme, par définition, il n'y a pas de consigne. Et voilà, dans le cadre d'élèves plus jeunes, parfois, il faut leur apporter une consigne pour les aider à résoudre l'énigme. Alors, là, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pouvez identifier ici comme biais de compréhension ou bien de résolution de cette énigme? Qu'est-ce qui pourrait vous gêner? Alors, je rappelle simplement, parce que là, je vous aide sur la diapositive d'amélioration. Au départ, tous les carrés sont de couleur, hein. Il y a un carré blanc et pas voilà, plusieurs. Ils sont tous de couleur. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait supprimer ou améliorer ou ajouter pour rendre cette énigme compréhensible pour toutes et tous, selon vous? On peut l'améliorer, hein. Et j'ai volontairement ajouté des éléments perturbateurs. Lesquels sont-ils? N'hésitez pas à donner votre réponse dans le chat. Alors, on a une petite latence, mais on devrait l'avoir vite. Personne n'a une idée?
Mais apparemment personne n'a Alors, d'idée. personne n'a d'idée. Est-ce que l'arrière-plan, est-ce que le fond vous dérange? Est-ce que pour vous, ça peut constituer un élément perturbateur ici? Parce que c'était le but. Mmh, effectivement. Alors, Alors, on a Florence Deneuve qui nous dit: «Les carrés ne sont pas» alors je suis plus dessus. «Les carrés ne sont pas tous blancs», c'est ça? voilà. Voilà, Alors, au départ, tous les carrés étaient d'une couleur différente. Là, je l'expliquais tout à l'heure, vous êtes sur la diapositive d'amélioration, donc j'avais commencé de les remettre en blanc. C'est vrai que pour des publics plus jeunes ou pour aider à la compréhension d'énigmes, l'idée, c'est peut-être de mettre d'une même couleur, l'ensemble des carrés pour aider à la compréhension. Par voilà. rapport au fond, par rapport à cette image d'arrière-plan, c'était un des éléments perturbateurs qui a été mis en lumière, par les stagiaires de l'académie de Besançon. Ça les a un peu perturbés. C'était une mise en abîme, volontaire. C'était vraiment pour provoquer, une agitation des pupilles, on va dire. Voilà, alors c'est ce que Précise, c'est ce que précise, Caroline Caroline, oui. Générique. Mmh. Alors après, il y avait la question du temps, l'estimation du temps de résolution. Au départ, cette énigme, j'ai estimé le temps de résolution à 2 minutes et puis au bout de 2 minutes, vous avez un écran noir qui apparaît avec game over. Là, pour le coup, vous n'avez pas pu la tester ce soir, mais on avait, volontairement, augmenté le temps et nous étions passés à 3 minutes pour avoir justement votre ressenti, si ce temps de 2 ou de 3 minutes, qu'est-ce qu'on pouvait en penser et quel était le meilleur temps possible pour estimer cette évaluation? Parce qu'à vous aussi, en tant que concepteur, bah, d'essayer de considérer en combien de temps va être résolue cette énigme. Alors justement, j'en profite pour poser une question qu'on a eue à propos du temps. Heu, Vanessa demande si vous avez une astuce pour quantifier les énigmes pour tenir dans le temps imparti, justement, heu, pour pouvoir, réaliser l'escape game ou pour pouvoir justement avancer. Si on n'a qu'1 heure de cours par exemple, comment vous pouvez, évaluer le temps, pour une énigme? Alors, Alors, avant d'évaluer le temps pour une énigme, je dirais déjà évaluer le temps de jeu. Je vais parler à titre personnel, l'escape game de découverte du CDI, le temps de jeu efficient, il ne dépasse pas, 35 minutes et dans sa version originale, il était même plutôt de l'ordre de 40, oui 40-45 minutes et au fur et à mesure des années, je réduis pour m'accorder davantage de temps sur le débriefing. Voilà, parce qu'un débriefing en un quart d'heure, je me rends compte que c'est compliqué, on va vite, c'est vraiment, une version accélérée du jeu et moi, ça me laisse davantage de temps pour expliquer, tout ce qui ressort et tous les tenants, et les aboutissants du jeu, proposé dans ce cadre de découverte du CDI. A après, une durée d'énigme, c'est difficile à dire, tout dépend de sa complexité et d'où l'intérêt de bêta-tester aussi et oui. puis peut-être, au lieu de préciser une durée d'énigme, surtout, il faut un nombre d'énigmes suffisant, pour, ce jeu d'évasion, Libérer la doc, pour découvrir le CDI. J'accueille des groupes de 15 à 16 élèves et j'ai, en tout et pour tout une dizaine d'énigmes. Après la durée, ça va dépendre. Il y a certains groupes, ils vont vous résoudre une énigme en 2 minutes et puis un autre groupe, ça va être plus long. Tout dépend, c'est vraiment aléatoire, c'est difficile, hein. Même Pour si ab avec l'expérience, on a quand même une durée qui vient un petit peu se dessiner. pour abonder à ce que dit Anne, c'est vraiment le changement de posture du maître du jeu dans l'animation et on calibre pour tenir sur une durée totale et ensuite en fonction du timing, on va décoincer des situations, on va peut-être ne pas intervenir parce que certaines situations sont décoincées plus vite que prévu et finalement, nous, on va laisser davantage d'autonomie au groupe parce que chaque groupe aura son propre fonctionnement et c'est vraiment par l'animation du maître du jeu qu'on arrive à réguler le temps. Et pour en revenir à cette énigme mathématique, vous aviez un petit coup de pouce ici, il y en avait même 2. Si vous passiez votre curseur, alors c'est une énigme qui a été créée sur Geniali, on vous indiquait, où saisir la réponse parce qu'en fait, quand vous cliquez ici, vous avez un cadenas, créé avec Loki, un cadenas numérique, hein, qui s'affiche et sur lequel donc vous alliez, renseigner, la solution qui était 30. Donc il y avait 30, carrés dans ce carré, d'accord, sur votre droite. Donc vous aviez
un élément qui vous indiquait où saisir la réponse, parce que si on ne le met pas, bah, c'est pas forcément évident, où est le cadenas, parce qu'on n'a pas concrètement de représentation. Et puis vous aviez aussi un autre élément ici, c'est le crayon. Eh bien, le crayon, en fait, c'est un autre coup de pouce qui invite le joueur ou pas, justement, bah, à tracer des carrés, à pointer, à marquer, à entourer. Bah, entourer quoi? Bah, entourer des carrés. Parce qu'en fait, il y a 3 unités carré ici. La plus petite unité ici, c'est le carré blanc. Ensuite, vous pouvez associer les carrés par 4 et ensuite les plus grands carrés ici, voilà, par 9. Et donc, il y avait bien 30 carrés dans ce carré noir. C'était la solution de l'énigme. Et donc, c'est dommage parce qu'on a vu la solution, mais là, c'était vraiment un exemple typique pour vous montrer, ben voilà, on vous teste sur une énigme, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est facilitateur et au contraire, qu'est-ce qui est perturbant, quels sont les biais. Et l'idée, c'est vraiment de vous mettre à la place du joueur et de pouvoir identifier les points de blocage. Et tout ce que vous allez pouvoir identifier par rapport à ces blocages, ben, ça va être du temps gagné sur justement la durée du jeu aussi. Et vous allez aussi limiter vos interventions. Donc, c'est vraiment un tout à penser. Et je vais conclure là-dessus et vous poserez vos questions. On a déjà débordé. Vous triturez l'esprit quand vous résolvez une énigme. Et bien là, c'est la même chose. Vous allez aussi vous triturer l'esprit quand vous allez en concevoir une. Et les énigmes, elles doivent vraiment répondre à vos objectifs de départ et être en adéquation avec vos attentes et la démarche d'investigation et de résolution que vous voulez mettre là derrière. Et donc, c'est vraiment là est toute la difficulté pour l'enseignant concepteur, bah, c'est de pouvoir retranscrire des exercices sous forme d'énigmes, comme vous l'a dit Jenny tout à l'heure, de pouvoir détourner une activité de classe classique. Voilà. Donc, on va, si vous avez des questions parce que l'heure tourne. Merci beaucoup. Oui, effectivement, l'heure tourne. Alors, on a eu une question que j'étais posée à propos du temps tout à l'heure. On a surtout eu des réactions et un témoignage d'une collègue qui a essayé de mettre en œuvre tout de même un escape game dans les conditions actuelles. Et c'est pas du tout évident en remplaçant le matériel par des QR codes, par exemple. Euh, enfin, est-ce que vous avez des solutions, peut-être d'autres exemples pour adapter un escape game qu'on ne pouvait pas faire, enfin qu'on ne peut plus faire maintenant en touchant des objets? Alors l'avantage de Geniali, c'est vraiment la capsule qui va permettre d'embarquer vraiment beaucoup d'applications, beaucoup de ressorts différents de résolution et donc à ce titre, en distanciel en tout cas, parce qu'elle ne nécessite pas d'installation particulière, parce qu'elle ne nécessite pas de matériel particulier, elle va permettre vraiment, à nos aux participants d'escape game et aux créateurs de pouvoir proposer du contenu. Après, le distanciel, ça limite forcément ce type de pratique et puis au final, est-ce que ces pratiques en distanciel répondent aux objectifs pédagogiques qu'on s'est fixés au départ? C'est-à-dire que notamment tout ce qui est compétences sociales, ce qu'on disait tout à l'heure et ce qu'avait présenté Anne, forcément, si vous ne travaillez pas en équipe, en atelier, elles sont plus limitées et puis même si on travaille en atelier en distanciel, elles sont forcément plus limitées. Et je dirais que il y a certains prérequis à mettre en œuvre avant de proposer un jeu d'évasion numérique en distanciel. Pour l'avoir fait dans le cadre d'une formation, invitez vos élèves sur un temps court, même 10 minutes, à se tester sur une énigme, à aller rejoindre un atelier et puis ensuite une salle principale où vous allez débriefer et donner la solution à l'énigme, l'expliciter. Voilà, c'est tout c'est vraiment important parce que ces prérequis techniques, ces manipulations sur l'ordinateur, sur des classes virtuelles, ça va vraiment permettre aussi un meilleur temps de jeu quand vous proposerez en distanciel. Vous préparez vos élèves aussi à cette activité de jeu d'évasion en distanciel. Autre Merci question, beaucoup. pardon, merci. Autre question d'une personne. Là, on voit que pendant l'épisode, vous avez utilisé Geniali. Madame Nathalie Babanco demande quels outils vous pourriez conseiller. Autre que Geniali? Oui,
Alors des générateurs pour créer des énigmes ou bien des indices, il y en a pléthore. Vous allez sur, les sites, Escape and Game d'Escape et vous aurez, dans leur trésor, tout un panel, de générateurs et d'outils, pour vous accompagner dans la création des énigmes. Encore que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas choisir un générateur parce que vous le trouvez sympathique. Il faut vraiment qu'il réponde à vos objectifs et vos attentes aussi, hein. Voilà, donc je dirais c'est pas là la principale difficulté. Après pour l'artefact, alors moi généralement j'utilise oui, Geniali, pour créer, c'est mon support de jeu d'évasion numérique. Pourquoi? Parce que c'est un outil, à force je le connais, je sais le manipuler et puis, c'est un gain de temps aussi. Après rien ne vous empêche de créer un jeu d'évasion avec un diaporama. C'est tout à fait possible. À partir du moment où vous pouvez ajouter des liens, et cetera, des images, c'est faisable. Simplement, il faut choisir un outil avec lequel, vous êtes, à l'aise et puis, essayer de le détourner, heu, pour, heu, pour le transformer en un support, en une coquille de jeu d'évasion. C'est votre coquille de jeu, en fait, hein, alors voilà, moi j'utilise principalement Geniali, mais pourquoi pas, me détourner vers un autre outil. En même temps, Geniali, il est pas mal quand même, il faut dire, pour créer des jeux d'évasion numérique et c'est un outil qui propose des modèles, de jeux d'évasion, sur lesquels vous pouvez, renseigner des énigmes et puis, utiliser directement. Et il est suffisamment riche dans sa version gratuite pour faire déjà beaucoup, beaucoup de choses. Oui, pour faire pas mal de choses, effectivement. Bah, merci beaucoup. Hem, Merci à tous, d'avoir assisté à cet épisode. Merci beaucoup Anne et Johnny, vraiment merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir présenté, la conception d'un escape game. Hem, Alors, on on se rejoint sur, Studio Peda, jeudi 28 pour un nouvel épisode sur, les capsules vidéo. Merci à tous. Et si vous souhaitez revoir également le replay de cet épisode, rien de plus simple, vous avez tout simplement à vous donner rendez-vous à nouveau sur cette page. Merci à tous. Merci Johnny, merci Anne Merci à vous. merci à vous. Merci beaucoup, Merci Anne. et à bientôt. à Au revoir. bientôt sur Studio Peda.